Eh bien, bonsoir à tous. On est live ce soir à 18h. On est pile à l'heure, c'est très bien. On va parler de la SCPI Login. On a la chance d'avoir avec nous la directrice générale associée de Théorème qui est à l'origine de la SCPI Login, Gaëla Elgouarch. Je ne me suis pas trompé. C'est parfait. J'ai une bonne capacité à prononcer ton prénom parce que je suis breton et que j'ai ton nom, pardon, et que j'ai l'impression que ton nom est breton aussi. Donc on va pouvoir s'entendre. On va peut-être attendre un tout petit peu que les derniers participants arrivent. Vous voyez, derrière moi, on est à Paris. Vous voyez les toits parisiens. Et on a la particularité, France SCPI, d'être un pied en Bretagne, un pied à Paris. Je trouve ça toujours sympa quand vous me dites d'où vous venez, quand les participants, par le biais des questions, me disent d'où ils nous voient, d'où ils nous écoutent. C'est toujours sympathique. N'hésitez pas. Je serais très content de savoir où est-ce qu'on est diffusé. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de démarrer. Alors, je suis obligé avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous préciser qu'il y a des risques, et c'est aussi pour satisfaire tous les responsables juridiques et conformités de cette planète. Investir dans les parts de SCPI, c'est risqué, et c'est vrai. On se parle d'immobilier, donc il y a un risque sur le capital. Le prix des parts n'est pas garanti. Il peut varier à la baisse, mais aussi à la hausse. Et on va en reparler ce soir avec Gaëla, je pense. Du moins, j'ai des questions à ce propos. Il y a aussi un risque que vous supportez, qui est le risque de variation des revenus, variation des dividendes, des revenus fonciers. Les performances passées ne présagent pas de l'avenir, on est obligé d'en parler. Puis il y a aussi un risque de liquidité. Ça, c'est un écueil qu'on voit de plus en plus sur des anciennes SCPI. En effet, lorsque vous décidez de revendre vos parts, personne ne peut vous garantir que les parts se vendent à l'instant T, et il se peut que vous attendiez en effet. Il y a des risques qui sont liés au marché immobilier, ceux qu'on vient de donner. Je rappelle que l'investissement dans les parts de SCPI se considère sur le long terme, et évidemment pas sur le court terme. Les risques liés à l'endettement, je vais pas les rappeler ici, mais ce sont ceux que vous connaissez probablement. Lorsqu'on s'engage sur un emprunt, il faut le rembourser. Ceci étant dit, passons maintenant aux choses plus réjouissantes. Euh, le sommaire de ce live, 45 minutes, très actif. Je vais essayer de faire vite de mon côté pour laisser la parole à Gaëla. Et Gaëla, si tu as des remarques, si tu veux me couper, n'hésite pas non plus. C'est important qu'il y ait de l'interactivité. Je vais vous réexpliquer qui est France SCPI. Pour ceux qui nous écoutent en replay sur les plateformes YouTube, sur les plateformes de podcasts comme Spotify, comme Deezer. C'est important que vous sachiez aussi pourquoi on existe et ce qu'on fait. Un point marché rapide 2025, et puis après une présentation de la SCPI Login. J'ai mis des questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un petit onglet en bas qui est question, qui vous permet de nous interrompre à tout moment. C'est ça qui est chouette, et c'est l'intérêt aussi de ce live. Alors pour vous qui nous écoutez ou qui nous regardez en replay, vous ne pourrez pas avoir les questions, j'essaierai de les répéter le plus fidèlement possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est hyper important, ça nous permet de continuer à faire du contenu de qualité. C'est parti. Alors, France SCPI, avant de rentrer dans le vif du sujet, France SCPI, donc on est une équipe certifiée AMF, évidemment, donc Autorité des marchés financiers, qui est disponible tout le temps par téléphone, par mail, sans limite de temps. C'est vrai que parfois, je vois des sites qui disent qu'ils ont 1 heure gratuite avec un conseiller, puis après, évidemment, c'est payant. Non, nous, on prend le temps. On prend le temps avec tous nos clients, tous nos souscripteurs, et puis parfois des personnes qui vont pas jusqu'au bout avec nous. C'est comme ça, mais en tout cas, on prend plaisir, et c'est un de nos avantages et une de nos signatures finalement de conseiller, de passer du temps avec vous. On a une souscription 100% digitale, donc qui permet d'investir en quelques clics, et ça, c'est extrêmement important. Je crois qu'on est une des seules à le permettre aujourd'hui. On a des outils performants pour analyser et suivre vos investissements. Vous pouvez aller, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais vous pouvez aller sur le site de francescpi.com et télécharger tous les outils qui vous permettent de comparer, y compris Login,
par rapport aux autres SCPI, un peu aller farfouiller dans le moteur, voir notre notation, etc. Et puis, et je dois vous spécifier aussi qu'on est la plateforme la plus aimée, la mieux notée, en tout cas préférée des Français qui décident d'investir dans les SCPI. On a 4,9 sur 5 sur Trustpilot. On a conseillé plus de 200 millions d'euros depuis 10 ans. Donc on a un sujet de prédilection dans lequel on est expert. On ne sait pas faire autre chose pour l'instant. En tout cas, on a une seule verticale qui est la SCPI et on conseille bien, on est expert là-dessus. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Gaëla, si tu as envie de m'arrêter, tu n'hésites pas non plus. Non, tu sais qu'après, je ne pourrais plus m'arrêter, Paul. Donc, ouais. si, je t'arrêterai, je te poserai des questions. Le point marché. Alors, assez simplement, moi, j'aime bien reprendre ces chiffres parce que ça permet de mettre aussi en perspective ce qui s'est passé sur ce semestre. On n'a pas encore les chiffres, Gaëla, peut-être les as-tu, mais on n'a pas encore les chiffres du troisième trimestre. Mais en tout cas, ce qui s'est passé au premier semestre, après 2 années assez moroses, il faut le dire, donc 2023-2024, qui elle-même arrivait après une année feu d'artifice, disons, qui était une année de forte collecte, donc 10 milliards d'euros, je le rappelle, hein, qui était surtout générée par toute l'épargne Covid qui avait été accumulée. On sent un retour, une appétence de la part des épargnants pour le sujet SCPI. Donc c'est intéressant, oui, les taux baissent, les taux d'intérêt baissent, et donc forcément, il y a une recherche de la part des épargnants d'un produit qui rémunère mieux avec un risque qui reste maîtrisé. Et donc les SCPI aujourd'hui remplissent ce job, coche les cases, je vais y arriver. Et donc forcément, on se rend compte qu'on a une collecte nette, l'argent investi donc par les épargnants qui augmente et qui est meilleur que l'année dernière. C'est pas pour ça qu'on peut se réjouir, hein, parce que ça reste quand même assez niche, 2,1 milliards d'euros. Je pense qu'on va frôler les 3 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre. 3 milliards d'euros rapporté à un épargnant, ça peut paraître, un épargnant comme vous, comme moi, ça peut paraître une somme très importante, mais ça reste niche, c'est 40 fois moins que l'argent qui est investi sur l'assurance vie, par exemple. Donc, on reste dans un marché niche. Là, je veux bien te couper, Paul, sur les chiffres. Ouais. C'est vrai que le graphe donne l'impression en fait, qu'il y a une baisse de la collecte qui est assez impressionnante. Je vais juste mettre un petit peu de lumière là-dessus. En 2024 et 2025, a disparu sur le marché de la SCPI une partie de la collecte en assurance vie pour une partie et sur des SCPI bancaires pour une seconde partie qui représentait tout de même, dans les années, on va dire, passées, une partie très, très importante de la collecte. Donc, en fait, on a une érosion de la collecte, mais qui n'est pas liée à, on va dire, un manque d'appétit ou, on va dire, une défiance vis-à-vis de la SCPI, mais aussi parce qu'il y a eu d'autres types d'épargne, notamment en assurance vie, qui ont été plus attractives probablement et qui ont fléché vers ces supports plutôt que les SCPI. Donc, en fait, il ne faut pas imaginer que la baisse de la collecte est liée à une défiance, mais plus par une réorientation de l'épargne vers certains supports, notamment via l'assurance vie. Tu as raison, c'est vrai, on ne découple pas la collecte qui se fait à travers l'assurance vie, c'est vrai. Et en effet, la collecte nette qui reste aujourd'hui, 2,1 milliards d'euros, en tout cas sur ce premier semestre 2025, c'est surtout une épargne qui est drainée majoritairement par l'investissement au nominal, donc avec un achat qui est direct. C'est vrai, tu as raison. Absolument. Mais ça va revenir. Sur le rendement, sur le taux de distribution, année par année, alors je sais que je parle souvent de ce graphe, mais c'est intéressant de voir aussi que sur les 30 dernières années, 40 dernières années, malgré les crises, malgré des secousses et des secousses qui étaient en général mondiales, eh bien, on a une certaine stabilité du revenu en moyenne. Hein, c'est sur toutes les SCPI, le taux de distribution en moyenne. Et donc, forcément, ça permet aussi de dire, vous voyez, de la SCPI, on n'a pas des rendements mirobolants, c'est vrai, on n'est jamais au-dessus de 8 ou une fois, jamais en dessous de 4 non plus. Et donc, en moyenne, effectivement, pour l'épargnant, ça permet aussi de se projeter. Alors, c'est vrai que quand vous avez des rendements court terme qui donnent du 4% ou du 3% sur des livrets,
on peut se poser la question, et c'est justement aussi ce qui s'est passé ces dernières années. Les épargnants ont dirigé leur épargne aussi vers, les investisseurs, leur épargne vers des placements qui étaient un peu plus court terme et quasi autant rémunérateurs. Et on s'aperçoit aussi que malgré la correction de l'immobilier, aujourd'hui, le rendement reste toujours le même. Et c'est aussi une des raisons d'être de la SCPI, c'est qu'on a un rendement qui est stable, et c'est pour ça qu'on investit sur ce produit. Ce n'est pas parce qu'on a un 4,68, donc en 2025, c'est selon les projections de France SCPI, avec les résultats qu'on peut avoir au cours du premier semestre. Ce n'est pas pour cela que tout le monde est autour de 4,68%. Il y a des années où effectivement on s'apercevait que la plupart des rendements se situaient autour de la moyenne, donc il y avait un écart type qui était faible. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe sur ce 4,68, il y a un écart type qui est fort. Il y a des SCPI qui sont très en dessous de ce rendement moyen, et puis il y a des SCPI qui sont très au-delà de ce rendement et qui ont des rendements qui sont assez fort, voire trop fort, et on va en reparler parce que c'est pas le tout de regarder ce rendement. Justement, ce qui est intéressant aussi de regarder, et Login n'en fait pas partie, mais vous allez comprendre pourquoi justement nous on s'intéresse à Login. On a ici la répartition de la collecte en millions d'euros sur ce premier semestre. Et donc, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'il y a 5 SCPI qui font 50% de la collecte, donc de l'argent investi sur les SCPI au total. Ça veut dire que pour 2 euros investis, il y a au moins 1 euro qui va vers ces 5-6 SCPI. Et puis le reste se partage le reste du gâteau. Alors Login n'est pas à la traîne, loin de là, mais ce n'est pas parmi les plus grandes collectrices. Mais justement, et ce graphe, il est intéressant et il me permet aussi de préciser cela, c'est qu'avec Olivier, le cofondateur, mon associé, avec qui on a créé France SCPI il y a 10 ans maintenant, on a toujours fait des choix qui allaient un peu à rebours du mouvement général. Et le fait qu'il y ait 5 SCPI, 6 SCPI qui concentrent la moitié de la collecte, pour nous, ce n'est pas un bon signal. Et justement, on se désengage de ces SCPI qui collectent trop, et on va vers des SCPI qui ne sont pas à la marge, qui collectent peu, mais des SCPI qui sont intéressantes et qui, au contraire, vont grandir. Et Login en fait partie. Si tu veux rajouter quelque chose, Gaëla, n'hésite pas. Oui, alors effectivement, il y a une concentration aujourd'hui des SCPI sur le marché. On va dire, c'est même plus que ça. Bon, là, il y a vraiment, c'est vraiment concentré sur les 5 premières. En réalité, il y en a une quinzaine qui collectent aujourd'hui en France, dont on fait partie pour le coup. Ce sont des SCPI en fait qui ont, et tu as raison de mettre un point là-dessus, vocation à devenir très très importante en termes de taille. Et si on doit apprendre effectivement des erreurs du passé, c'est peut-être le bon moment en fait de faire un pas de côté ou de regarder dans le rétroviseur. Ce sont des très bonnes SCPI, hein, il n'y a pas de sujet majeur sur ces véhicules. Mais effectivement, à partir du moment où on collecte beaucoup, on peut être tenté pour se hâter à l'investissement, d'être un petit peu moins regardant. Certains ont pu l'être par le passé. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas sur ces SCPI-là. Le marché est aujourd'hui très opportuniste à l'acquisition. Donc, on peut avoir tendance également à concentrer tous nos efforts sur des actifs qui sont extrêmement relutifs pour pouvoir afficher des taux de distribution extrêmement élevés. Il peut y avoir des biais. Donc, la meilleure manière, en fait, pour éviter on va dire, les écueils du passé, c'est de la diversification, ce que fait très bien France SCPI. C'est-à-dire que quand on a 50 000 ou 100 000 euros à investir, d'utiliser 5 ou 6 supports différents où il y aura des parties prenantes différentes, c'est-à-dire des sociétés de gestion différentes, des stratégies d'investissement différentes aussi, puisqu'aujourd'hui, il y a des SCPI qui sont, on va dire, qui ont une gestion plus traditionnelle, assez prudente, des SCPI qui vont aller chercher davantage de performance et donc de risque. On a peut-être envie aussi de diversifier géographiquement le portefeuille immobilier qu'on peut avoir en SCPI. Bref, le maître mot, quelle que soit d'ailleurs la typologie des investissements, c'est toujours de diversifier. Et je partage l'avis de Paul. 5 SCPI pour, on va dire, 70% de la collecte du marché, ça ne me paraît pas être un bon message à envoyer aux épargnants.
Je confirme, et en effet, on voit ce qui s'est passé avec les SCPI qui ont été des top collectrices dans les années 2010. À la fin des années 2010, c'est plus compliqué, voire très compliqué aujourd'hui. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a envie de conseiller à nos clients, et on n'a jamais agi comme ça. Je vois Eric qui demande si les chiffres SCPI incluent les SCPI en assurance vie. Oui, mais comme Gaëla l'a dit, la question a été répondue, comme dirait l'autre. Les chiffres, la collecte via les contrats d'assurance vie s'est tarie, en effet, ces dernières années. Elle s'est concentrée là dernièrement exclusivement sur les SCPI, sans commission de souscription, qui, elles, sont commercialisées en assurance vie aujourd'hui et qui font partie d'ailleurs des top collectrices. Tout à fait. Je continue, et ça c'est une bonne ouverture aussi. Je sais que Gaëla, on va en parler après, mais c'est intéressant aussi de voir que ce qui attire la collecte pour la moitié également d'entre elles, c'est surtout les SCPI qui fournissent un rendement qui est supérieur à 7%. Donc on se rend bien compte qu'il y a un attrait important pour le rendement. Je pense que c'est évidemment pas le seul indicateur à regarder pour les épargnants, et nous on le martèle. On est très souvent écouté, mais pas tout le temps. Mais on fait notre travail de dire attention, le rendement, c'est pas le seul axe de lecture. Et d'autant que, et on va y revenir, il y a aussi parfois des billets de lecture et des choses qu'oublient les épargnants, et on leur rappelle tout le temps, c'est que une SCPI qui est française, ou en tout cas qui est investie en France, elle peut avoir un rendement qui est très supérieur à une SCPI qui est 100% européenne, et pour autant avoir un rendement net pour l'épargnant qui est moins bon. Mais ça, on va y revenir. Je crois que dans la présentation prévue par Gaëla, il y a une démonstration par A plus B qui est flagrante. Je montre aussi quelque chose, et après je m'arrête, Gaëla, promis, je te laisse la parole. Il y a un point qui est également intéressant et qui rejoint ce qu'on disait à l'instant. Aujourd'hui, la collecte, elle est concentrée sur les SCPI diversifiés. C'est assez simple. Toutes les SCPI qui se créent, toutes les SCPI qui sont en place se réclament de la typologie des SCPI diversifiés. Alors c'est facile aujourd'hui, tout le monde s'y met en mettant un peu de chaque catégorie. Nous, on fait très attention avec Olivier de pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et aujourd'hui, aller sur des SCPI diversifiés en disant c'est bon, de toute façon, il y a une diversification qui se fait, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Et au contraire, on pense qu'il y a des SCPI justement qui sont des SCPI qui se réclament d'une typologie. Alors ça peut être santé, ça peut être la logistique, ou ça peut être d'autres qui sont pertinentes et qui permettent justement de diversifier le portefeuille. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et c'est la même chose, si je passe sur le graphe d'après, sur la répartition typologique. Et là, tu viens de m'évoquer, Gaëla. En effet, il y a des choses à faire. Mais dans cette diversification géographique, il y a aussi beaucoup de SCPI qui se réclament d'une répartition européenne, alors qu'elles viennent de découvrir ce qu'est l'Europe. Je crois que Login avait pour ambition d'investir en Europe dès sa création, Europe hors France. Et en effet, nous, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de SCPI qui, parce que cette notion européenne a un peu le vent en poupe, décident d'y aller sans pour autant avoir l'expertise. Et ça, c'est extrêmement important pour nous d'avoir des partenaires de confiance qui ont cette expertise européenne. Donc voilà. Normalement, j'ai fini. C'est juste ce que je voulais dire. Et je te laisse donc expliquer ce qu'est Login. Et je suis là avec mon crayon pour noter les questions et pour te cuisiner, Gaëla, s'il y a des choses qui me semblent pas claires. Avec plaisir. Je vais parler de Login, mais je vais juste rappeler 3 points très importants de la SCPI, mais Paul aurait pu le faire aussi bien que moi. La SCPI est un véhicule, enfin un fonds immobilier, certes, mais c'est avant tout un outil patrimonial qui est absolument exceptionnel. Il faut savoir que c'est un véhicule d'épargne qui nous est envié de partout. C'est quasiment comme le camembert, c'est vraiment une marque de fabrique française. Et c'est un outil absolument patrimonial fantastique. On peut faciliter la transmission par des petits morceaux, des petites parts.
On peut les démembrer comme vous le feriez sur votre résidence principale ou secondaire pour la transmettre de manière facilitée et moins coûteuse à vos enfants. Vous pouvez vous endetter à crédit pour investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, ça s'est encore, on va dire, assoupli avec des versements périodiques très faibles, etc. Donc, au-delà de l'aspect immobilier qui est une classe d'actifs très chère aux Français, parce que tangible, parce que tout le monde a des convictions sur l'immobilier, c'est surtout la SCPI. Et je comprends Paul et son associé de s'être spécialisé dans la SCPI, un outil patrimonial absolument exceptionnel. Donc, et pour pouvoir utiliser cet outil patrimonial exceptionnel, il faut faire appel évidemment à un conseiller parce que j'observe sur le marché des pratiques de SCPI qui ne sont pas forcément les bonnes, notamment en matière de fiscalité ou d'autres sujets. Et donc, c'est vraiment important de faire appel à quelqu'un pour se faire conseiller et pouvoir optimiser au maximum cet outil magnifique patrimonial. C'était la petite aparté, parce qu'on a tendance aujourd'hui à parler beaucoup, et Paul vient de le dire, de la SCPI, de la perf, des surperfs, de tout un tas de sujets, du marché européen, tout ça, c'est super, mais c'est assez marketing. Mais revenons quand même aux fondamentaux de la SCPI. Les fondamentaux de la SCPI, c'est avant tout un outil patrimonial. Et dans ce contexte, c'est un outil patrimonial. Ça me permet de rebondir, Paul, hein, je ne fais pas les choses au hasard. Dans ce contexte d'un véhicule très patrimonial, et depuis sa création, son objectif principal, c'est d'aller créer du revenu complémentaire. Et là où c'est très important, les chiffres qu'on vient d'observer, c'est que cette régularité dans le revenu, cette stabilité dans le revenu, elle est extrêmement importante parce que la plupart des épargnants qui viennent acheter des parts de SCPI le font soit pour préparer des revenus complémentaires tout de suite, soit pour compléter leurs revenus pour la retraite demain, soit effectivement pour un biais de transmission. Mais dans tous les cas, on a un biais, nous, en tant que gérant, c'est que c'est un véhicule de distribution. On doit distribuer un revenu et donc, si possible, évidemment, le plus stable possible sur une durée extrêmement longue. Et donc, quand on parle, il y a 2 minutes, de stratégie d'investissement sur ces fonds immobiliers et quand on voit en fait aujourd'hui la photo à date du marché de la SCPI, ce qui est embêtant, en fait, c'est que on ne peut pas juste se dire, en fait, c'est la mode d'investir en Europe et c'est la mode d'investir sur des diversifiés. Ce qu'on doit, c'est d'abord réellement diversifier ses portefeuilles. Et or, la classification de notre association de classe, la SPIM, quand elle dit diversifier, elle laisse quand même l'opportunité de surexposer à certains secteurs d'activité. Et si on ne va pas regarder dans le bulletin trimestriel d'information, on a l'impression d'avoir fait le travail, d'avoir investi sur un véhicule diversifié, mais qui ne l'est pas en réalité. Ouais, je te coupe là. En effet, la SPIM dit vous avez le droit d'avoir, vous êtes diversifié à partir du moment où vous avez plus de 2 catégories. Donc 3 en l'occurrence minimum, avec moins de 50% pour l'une d'elles. Mais en effet, vous pouvez, enfin pour toutes, mais en effet, vous pouvez être à 49% en bureau francilien, et le reste dans d'autres catégories. Vous êtes diversifié, mais vous êtes quand même assez exposé au contenu bureau. Voilà, donc c'est pour ça que je précise ça, Gaëlle. Sur la partie européenne, alors nous, on est des pro-européens au niveau de l'investissement. Paul le sait, on investit beaucoup à l'étranger depuis très longtemps. Donc, on a ce savoir-faire et on avait l'opportunité de le faire. Et on a des partenaires qui avaient envie aussi d'un véhicule européen pour des raisons qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais c'est marketing, ça. Vous n'y croyez pas vraiment. C'est juste du marketing. Non, malheureusement, j'aimerais bien que ça soit marketing, mais la démonstration de tout à l'heure va prouver que sur des épargnants qui ont une tranche marginale assez élevée, malheureusement, c'est vraiment beaucoup plus efficace en rendement net dans la poche de l'épargnant. En revanche, il ne faut pas se mentir, une tranche marginale en dessous de 30 ou une personne morale à l'impôt sur les sociétés qui serait au taux réduit, si elle fait une SCPI étrangère, elle va le faire pour diversifier son patrimoine à l'étranger, mais elle ne le fera pas par rapport à la fiscalité parce que ça sera globalement la même chose. Mmh. Mais par contre, c'est toujours pareil. Alors, je reviens, Paul. Pour pouvoir connaître tout ça, il faut aller voir un conseiller qui va regarder, évidemment, sa tranche marginale, son taux moyen, enfin, la tranche marginale et le taux moyen du client et qui va, évidemment, préconiser une allocation immobilière qui va correspondre aux besoins et aux attentes, évidemment, de l'épargnant. Mais le biais européen peut ne pas être
exclusivement fiscale, mais être aussi, et c'est notre cas depuis longtemps, la volonté d'aller chercher un terrain de chasse plus large, une diversification législative, comptable, fiscale, des marchés qui sont encore où il y a de la création de valeur à aller chercher. Tout ça, c'est des choses très positives, mais il ne faut pas s'y tromper. Tout le monde n'a peut-être pas envie d'y aller à l'étranger, tout le monde n'a pas envie forcément de ça et pas besoin probablement. Et donc, encore une fois, la diversification, c'est la clé. Il faut se faire conseiller et aller sur des secteurs réellement diversifiés et sur une géographie qui correspond à ses besoins, à ses attentes et puis bien sûr à ses convictions. Ok. Alors, il y a 2 questions qui arrivent là. Et évidemment, Loïc qui dit est-ce qu'on peut investir en nue propriété avec effet de levier de crédit? Alors, ce n'est pas l'objet de ce live et Oui. je vous invite à venir. Ben, oui, c'est possible. Je vous invite à contacter un consultant de France SCPI et on va vous répondre. Vous pouvez prendre directement rendez-vous sur notre site. Il y a une autre personne, Philippe, qui nous écrit probablement du Maroc. Je salue toutes les personnes qui nous regardent du Maroc. Je viens d'acquérir qui nous écoutent des parts de la SCPI Login. Je suis non résident fiscalement domicilié au Maroc. Quelle est la modalité d'imposition relative à ma situation? Je ne sais pas si on peut y répondre maintenant. Peut-être qu'on y répondra après, au moment où on parle de la fiscalité plus en détail. C'est très simple. Tous les non-résidents, on a beaucoup de non-résidents qui investissent dans les SCPI étrangères parce que justement, ça rend les choses plus simples. Ils sont à nouveau imposés lorsqu'ils reviennent, évidemment, vivre, notamment pour beaucoup d'entre eux au moment de la retraite en France, évidemment. C'est vraiment la fiscalité du pays, en fait, qui évidemment, est à prendre en compte. Avec une difficulté dans des pays sur lesquels on se réinvestit. Je sais qu'il y a par exemple, admettons, on a un résident belge et on est investi en Belgique. Si on a des revenus en Belgique, il va falloir dissocier ce revenu belge, par exemple, ou en tout cas, il pourrait y avoir une imposition différente pour ce type d'investisseurs. Pour les non-résidents, en général, on leur demande de se rapprocher évidemment des services fiscaux de leur pays de résidence. Et je tiens à ajouter quelque chose de très important. Les SCPI, aujourd'hui, ont des revenus financiers, parce qu'on place l'argent et que c'est rémunéré. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé, mais ça fait 2-3 ans que c'est le cas. Alors, même si c'est à la marge, les non-résidents doivent nous transmettre un justificatif de non-résidence fiscale pour être exonérés de la fiscalité liée à ces revenus financiers. OK. On n'a pas de prélèvements sociaux quand on est résident fiscal étranger, on est d'accord? Non. Et donc, le taux d'imposition, il dépend de la convention entre la France et la convention fiscale entre la France et le pays de résidence. D'accord. Et en général, dans les pays, ils prennent ça comme un dividende, parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, la SCPI est un véhicule qui est totalement incompris et qui n'existe nulle part ailleurs. Donc, en général, le revenu de ce fonds-là est traité comme un dividende dans 90% des cas. OK. Ça marche. Philippe, j'espère que ça répond à votre question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, si je vous parlais de stratégie, parce que je vais juste reboucler tout à l'heure, et de diversification et de géographie, c'est pour vous dire que quand on a décidé de créer Login, qui est notre 3e fonds chez Théorème, on gère un peu plus de 600 millions d'euros d'actifs sous gestion, le biais, il a été d'avoir une feuille de route, une stratégie qui était assise, évidemment, sur cette stratégie de revenus, c'est-à-dire d'avoir des flux locatifs sécurisés. Et donc, on a choisi, évidemment, d'orienter cette stratégie vers des classes d'actifs, donc des secteurs d'activité, qui nous permettraient, sur la durée, d'avoir non seulement des revenus, on va dire, dans une classe d'actifs attractive, mais qui nous permettraient aussi d'avoir des revenus qui pourraient s'apprécier dans le temps. Et il se trouve, et je vais vous l'expliquer par ailleurs, que ces classes d'actifs-là nous permettent de passer plus facilement des augmentations de loyer que d'autres types de secteurs d'activité, pour la simple et bonne raison que le taux d'effort, donc le poids en fait des loyers sur le chiffre d'affaires des entreprises qui nous louent ces bâtiments, est très faible dans ces secteurs d'activité. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le loyer coûte peu aux entreprises qui nous louent, contrairement, par exemple, à une entreprise qui loue un bureau et qui donc pourrait d'abord, déménager dans le bureau d'en face sans que ça change son activité, et 2, le poids du loyer est très fort, très important, et donc quand on veut passer une augmentation de loyer, le risque, c'est qu'ils aillent dans l'immeuble d'en face parce qu'ils auraient des conditions locatives plus intéressantes. Nous, non seulement nos immeubles pèsent très peu sur le chiffre d'affaires, mais en plus, et vous allez le comprendre, ces bâtiments,
sont associés on va dire à la production et à l'entreprise elle-même, à son savoir-faire. Ils ont besoin d'être à cet endroit-là et ils ne peuvent pas bouger. Ils sont vraiment très attachés à leur bâtiment. Alors, on a 4 piliers d'investissement. Après, je te laisse poser la question, Paul. Oui. Qui sont globalement les piliers de la réindustrialisation européenne, puisque c'est vraiment ce qu'on ciblait avec cette SCPI, c'est les locaux d'activité et de production, je vais développer, la logistique sous toutes ses formes, ça va parler, je pense à tout le monde sait ce qu'est un bâtiment logistique, les data centers et les laboratoires de recherche et développement. En gros, on va attaquer les secteurs d'activité qui nous permettent d'être plus souverains en termes de production, de logistique et de numérique en Europe, avec bien sûr la volonté également de participer à l'effort de recherche qui est nécessaire pour que tout ça se passe, on va dire, correctement. Tu voulais me poser une question, Paul? Oui, je voulais te dire, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, en gros, à chaque fois que vous êtes en phase d'acquisition d'un bien ou en phase de location, en mise en location, vous regardez l'emprise du loyer sur le chiffre d'affaires, vous calculez, vous avez des ratios par secteur. Comment vous faites exactement? Alors, c'est encore plus simple que ça. Merci, Paul, pour ce lien. C'est que pour avoir des loyers sécurisés, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que gérant immobilier quand on achète un immeuble? On doit savoir si le locataire est solide. Et pour savoir que le locataire est solide, il faut aller regarder ses états financiers. Donc, il y a deux façons d'ailleurs de voir que le locataire est solide. S'il s'engage, et en l'occurrence chez nous, il s'engage sur une durée très longue puisque la durée résiduelle des baux de login est de plus de 10 ans aujourd'hui. S'engager sur 10 ans, ça ne vaut rien si le locataire n'est pas solide. Donc, on va regarder les états financiers. Donc, effectivement, dans les états financiers, qu'est-ce qu'on a, Paul? Le poids du loyer. Mais on a surtout la capacité de connaître la santé financière de l'entreprise pour s'assurer qu'il sera en capacité de payer les loyers pendant 10 ans, 15 ans, voire 20 ans pour le dernier immeuble qu'on vient de rentrer dans le portefeuille. Sinon, ça ne sert à rien. Et il y a une deuxième façon de vérifier évidemment la solvabilité d'un locataire. Et vraiment, merci de m'avoir fait le lien parce que sur un véhicule de distribution comme la SCPI, c'est extrêmement important de s'assurer de la solidité des locataires. On va également avoir ce qu'on appelle des notes de crédit, des notes de solvabilité. Comme on a pour la France, par exemple, mais je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais voilà, on note les entreprises et cette notation, elle est disponible, évidemment, au moment où on commence à regarder un immeuble qui nous intéresse. Ok, bon, très clair. Et la question que j'avais aussi, tu vois, quand on parle de réindustrialisation, c'est un mot dur à dire. Moi, je m'attendais, ils veulent réindustrialiser l'Europe. Je m'attendais à de l'industrie lourde, des métaux, métallurgie, etc. Non, c'est pas ça. Là, c'est réindustrialiser l'Europe. Ça veut dire retrouver sa souveraineté via, en effet, des locaux logistiques, etc. Je pose des questions un peu de néophyte, mais c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant parce qu'on ne se l'interdirait pas forcément, pour être honnête. On a des très, très belles histoires locatives dans Login. C'est vraiment, on a des sociétés qui fabriquent je vous donne quelques exemples, mais c'est les caisses enregistreuses que vous voyez chez Monop Automatique, une usine en Allemagne, c'est un des actifs de Login, donc c'est quand même très sympa. C'est quelque chose qui est fabriqué en Europe, qui nous sert au quotidien. Là, on a rentré un actif en Italie qui, depuis près de 50 ans, fabrique les semelles de chaussures pour les chaussures de luxe des marques italiennes. On essaye, en tout cas, d'aller chercher les actifs où il y a des savoir-faire, des productions utiles. Voilà, c'est que quelques exemples, mais en fait, en gros, chaque histoire de ce portefeuille est absolument incroyable. Et on ne s'interdirait absolument pas, si c'était dans nos moyens, bien sûr, d'aller sur des industries qui pourraient y participer. Là où il y aurait un problème, c'est que la SCPI est labellisée ISR. Alors, c'est en train de s'assouplir au niveau de l'autorité des marchés financiers, mais vous vous souvenez quand même qu'il y a encore quelques mois, il y a très peu de temps, tout ce qui était justement armement, etc., était complètement proscrit et que si on avait des actifs loués à des acteurs de ce type, on perdait notre label environnemental, social et de gouvernance qu'on avait dans nos fonds, que ce soit des fonds financiers ou immobiliers. Ça s'est assoupli avec ce qui se passe actuellement en Europe. Donc, si ça arrivait, on ne s'interdirait pas. On a un actif qui
en l'occurrence, c'est au Royaume-Uni, qui est exceptionnel, qui est Mhm. à Sheffield, Ouais. la ville d'un célèbre film dont je ne parlerai pas ce soir, mais que pour ceux qui ont la référence, en tout cas, c'est la ville de l'acier au Royaume-Uni. On a un actif absolument incroyable qui justement stocke des pièces d'acier qui peuvent servir évidemment à l'armement, qui sont des pièces extrêmement lourdes, extrêmement longues aussi, qui est un actif qui, pour le coup, engage ce locataire sur une très longue période, justement parce que la charge au sol est tellement, a une telle nécessité que c'est un actif qui restera en portefeuille avec ce locataire jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive quasiment. Voilà. Donc, tu disais que ça, ce qu'on voit là devant nous, ce sont les 4 grands thèmes, les grandes thématiques sur lesquelles vous investissez. Est-ce que tu veux qu'on passe à la carte, justement, où on Volontiers, voit volontiers. les Alors, différentes pour pouvoir réindustrialiser l'Europe, je ne sais pas si tu as la carte, on ne pouvait pas le faire uniquement, évidemment, sur un pays, et ça rend les choses un peu plus compliquées. Donc là, je vais effectivement expliquer comment on ouvre un pays, hein, parce que on passe souvent les choses très vite là-dessus. C'est pas simple d'aller investir dans un pays européen, et Paul a raison là-dessus. Quand on arrive dans un pays, avant d'acheter l'actif, il faut ouvrir le pays avec des avocats, avec un conseil fiscal, vérifier bien évidemment que le pays a des conventions bilatérales avec la France, Mhm. avoir une comptabilité en local. Sur certains pays, il faut même être installé, avoir un établissement stable dans le pays pour bénéficier de conditions, notamment fiscales, plus intéressantes, etc., etc. Donc ça prend du temps. Le dernier pays, on a mis 9 mois à l'ouvrir, hein, donc c'était une gestation. On est très content de l'avoir ouvert et bien sûr, on ne va pas acheter un seul immeuble dans ce pays, mais c'est quand même un travail extrêmement laborieux qu'il faut faire correctement. Mhm. Si on ouvre mal un pays, on peut avoir de la vacance locative, en tout cas une non-perception des loyers ou tout un tas de sujets, des mauvaises surprises. Donc en fait, il ne faut pas y aller comme ça avec sa petite valise en prenant le Thalys ou le TGV et en se disant je vais y aller et puis je vais aller acheter un immeuble. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. La deuxième chose très importante, et j'ai répondu sur un chat tout à l'heure parce on m'avait envoyé un chat d'un de mes partenaires. Quand on va investir à l'étranger, la fiscalité diffère, la législation des baux diffère et la comptabilité diffère. Et donc, ça va avoir des conséquences évidemment très intéressantes sur la fiscalité qui est la vôtre, puisque la fiscalité moyenne en Europe, elle est vraiment très faible par rapport à ce que vous vivez en France sur des revenus fonciers. Donc ça, c'est la bonne surprise. En plus, vous diversifiez sur des zones voilà, qui sont souvent très attractives. On a des baux beaucoup plus longs en Europe qu'en France, donc c'est absolument génial. On est sur une qualité de bail, si bien sûr le preneur est de qualité, qui est exceptionnelle. Par contre, bien sûr, quand on consolide tout ça trimestriellement pour restituer le dividende, ça prend un petit peu plus de temps que quand on a une SCPI franco-française. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, l'inconvénient qui n'en est pas vraiment un, parce qu'on est vraiment, c'est ténu cette différence, mais moi qui ai beaucoup acheté par exemple en Italie l'année dernière, mon revenu net, il va jouer de 10 ou 12 centimes si j'achète plus trop d'Italie par rapport à l'Allemagne par exemple. Donc ça demande aux gérants, donc nous, de réorienter géographiquement le portefeuille pour que vous ayez toujours une fiscalité moyenne du portefeuille qui soit à peu près du même niveau. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de choses à voir. Et puis, bien sûr, on regarde quand on va sur des pays où il y a un risque de change, de ne pas trop exposer non plus à des pays parce que ça crée de la volatilité, etc. etc. Donc, tout ça est super. Ça fait des portefeuilles absolument incroyables. Mais on ne peut pas s'improviser gérant européen. C'est clairement pas possible. Et quand on respecte l'investisseur final, on doit évidemment, dans la balance, toujours penser à tout ça. Je ne vais pas Tu vous veux dire expliquer que tous les détails, mais globalement, il faut arriver à avoir un portefeuille harmonieux d'un point de vue fiscal, comptable, législatif et de change. Ouais, tu vois, parce que moi, je pensais que quand tu investissais en Europe, tu investissais par opportunité. Mais en plus de ça, vous devez piloter la répartition, la proportion pour chaque pays, pour que ça reste acceptable en termes de fiscalité, pour que ce soit équilibré, pour que ce soit Ah diversifié, oui, mais si je comprends. il y a des choses, l'Espagne, par exemple, au-dessus d'un certain pourcentage, il y a un biais IFI pour les Français. Ok. L'Italie,
On a eu des opportunités absolument exceptionnelles dans des zones fantastiques, hein, que vous voyez sur la carte. On a l'impression qu'on a fait une visite quasiment touristique. Alors, bon, mais voilà, on a eu des opportunités exceptionnelles, à la fois en taux de rendement et en emplacement et en preneur. Bon, bah, l'Italie a grévé légèrement, érodé un peu le net. Hein, en brut, ça ne change rien, mais le net. Donc, typiquement, là, en ce moment, on se concentre sur l'Allemagne, sur la Pologne, sur l'Espagne, sur des pays où la fiscalité est plus douce pour réorienter, pour que tout le monde ait toujours son revenu net à peu près équivalent chaque année. Le Royaume-Uni, pareil, on sait qu'il y a des opportunités exceptionnelles actuellement au Royaume-Uni, on peut acheter relativement rapidement, mais comme il y a le change qui, on le voit bien, hein, nous, sur la valeur de reconstitution, c'est assez faible, hein, mais ça a un impact, pas sur les valeurs des experts. Hein, notre portefeuille s'est encore apprécié au mois de juin, mais le change a un impact sur la valeur de reconstitution, alors même que le portefeuille s'est apprécié. Donc, faut vraiment gérer ça de manière parfaitement homogène. C'est vraiment une partition. Nous, on est le chef d'orchestre d'une équipe européenne qui est extrêmement qualifiée. On a des instruments qui fonctionnent bien. Il ne faut jamais rien oublier et que tout soit parfaitement accordé. C'est un travail intellectuellement et passionnant, mais tout le monde ne peut pas le faire. Oui, tu vois, c'est intéressant parce qu'en effet, je constate qu'il y a quand même beaucoup de SCPI qui se lancent sur le marché européen, mais il y a une pré-production, entre guillemets, enfin en tout cas une réflexion qui se fait d'un point de vue fiscal, et puis il y a une post-production, si on parle en termes de réalisation vidéo, parce que en effet, tu as plein de paramètres qui arrivent, qui sont à prendre en compte. Le taux de change, tu viens d'en parler, c'est extrêmement important. C'est hyper intéressant, hyper stimulant intellectuellement aussi, comme tu le dis. Ça donne envie. Et peut-être ce qu'on peut regarder, c'est aussi la valeur de reconstitution, parce que tu viens d'en parler. Alors, juste parce que c'est quand même très important sur ce slide. Donc, le portefeuille, vous le voyez, de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire une carte. Il est très, très diversifié. Aujourd'hui, alors à l'époque, c'était donc 30 juin, donc on avait 14 actifs, on en a dorénavant 16. On a quasiment que du monolocataire. Les locataires supplémentaires, c'est souvent uniquement des panneaux solaires. Hein, donc, on est sur des monolocataires qui sont sur leur bâtiment avec une durée résiduelle qui a encore augmenté grâce à l'acquisition des 2 nouveaux actifs, qui donc dépassent les 10 ans au premier break, hein, c'est-à-dire l'équivalent pour nous d'un 3 ans. Hein. Ouais. Quand je dis pour nous, les Français, avec une durée résiduelle, par contre, au terme du bail, qui était, encore une fois, au mois de juin, de près de 11 ans et qui s'est encore appréciée. Et ça, cette sécurisation des flux locatifs avec la qualité des locataires qu'on a, c'est une garantie importante dans le cadre d'une SCPI. Sur un fonds de capitalisation immobilier qui va chercher à créer de la valeur, ça n'a pas forcément autant d'intérêt. Mais sur une SCPI, c'est évidemment éminemment important. Voilà. OK. La slide d'avant, j'ai vu qu'on parlait de valeur de reconstitution. Ça m'intéresse qu'on en parle un tout petit peu, qu'on fasse quelques minutes dessus, juste pour se parler d'une part du taux de distribution, donc 6,30 l'année dernière, en 2024. Je crois que vous avez un objectif de rendement pour cette année 2025 qui est compris entre 6 et 6,5%. Je ne me trompe pas trop en disant ça. Et puis une performance globale annuelle 2024, donc 5,20% net. Si on parle de la valeur de reconstitution, prix de part, donc c'est le prix auquel j'achète ma part, 250 €. Et puis il y a une valeur de reconstitution à côté qui est de 266,50 €, qui est supérieure aux 250 €. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et moi, je te donnerai mon interprétation après. D'accord. Alors, déjà, pour le taux de distribution et la performance globale annuelle, c'est mal calibré sur le slide. En fait, on avait un taux de distribution et une performance globale annuelle 2024 qui était à 6,30. D'accord. Les 2 chiffres étaient identiques. OK. À partir de l'année prochaine, on communiquera d'ailleurs sur un taux de distribution brut de fiscalité étrangère et un rendement global immobilier, qui intégrera évidemment les augmentations et les baisses de valeur de part. Et le 5,20 net, je viens de l'évoquer, c'est le net de fiscalité étrangère. D'accord, pardon. Notre objectif, c'est vraiment un TRI de 5.
5 pour moi, c'est le 5 net, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye, et c'est ça le travail qui est fait et que je viens d'expliquer, de vous garder un 5 net. Alors, on est obligé d'afficher le brut. Moi, ça me gêne un peu parce qu'en fait, ça rend, ça fait j'appelle ça en ce moment, et Paul le sait, l'ivresse de la perf. Les taux de distribution de dingue brut. La réalité, c'est que je pense que chacun d'entre vous s'intéresse qu'à une seule chose, c'est le revenu net qu'il a dans la poche. Et encore plus si on peut lui donner le revenu net dans la poche après toute fiscalité. Et donc, attention aux taux de distribution brut qui, effectivement, sont souvent habillés, et attachez-vous vraiment auprès de votre conseiller à calculer le rendement net dans votre poche. Parce que quand on cherche un revenu complémentaire pour la retraite, en tout cas, c'est mon cas, je le cherche net de toute fiscalité. Ok, on va en parler tout à l'heure. On va faire une petite démonstration dans quelques secondes sur ce delta. Sur la valeur du patrimoine, vous savez qu'une SCPI a le droit de se balader dans une fourchette globalement qui a un prix, donc le prix de la part à laquelle la SCPI est vendue, en l'occurrence pour Login 250 €. Et que si la valeur de réalisation et de reconstitution s'apprécie, donc vous allez avoir une augmentation évidemment de ces chiffres, et notamment de la valeur de reconstitution, et que plus vous approchez évidemment des 10% à la hausse, et plus vous êtes susceptible d'augmenter la valeur de part, et à contrario, quand vous êtes en dessous évidemment de la valeur de votre prix de part, si vous atteignez les -10, de la même manière, vous êtes obligé de baisser votre valeur de part. C'est ce qui s'est passé sur certaines SCPI au cours des années 2023 et 2024. Donc, en gros, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, et encore, ça c'est au 30 juin, au 31 décembre de 2024, c'était pire. D'ailleurs, il y a une erreur, c'est 30 juin 2025. On était à plus 8,71 donc au niveau de la valeur de reconstitution, grâce au change, parce qu'il y a quand même un impact positif, et au fait qu'on avait vendu des parts fortement décotées. Notre valeur de reconstitution est toujours très haute dans le tunnel, mais elle est passée à 266,50 €. Je n'en dirai pas plus. Et donc, on est effectivement, on a une valeur de reconstitution qui s'est considérablement appréciée. Donc, en gros, là, ce que je vois, c'est que ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on achète 250 € quelque chose qui est évalué, en tout cas au dire d'experts, plus tous les frais liés à la reconstitution. J'achète quelque chose 250 qui vaut réellement 266,50 €. Absolument. Et donc, ce qu'on se dit aussi, c'est que plus on s'approche des 10% du tunnel, des plus 10%, c'est aussi vrai à la baisse, plus il y a de probabilité pour que la SCPI soit dans l'obligation d'augmenter son prix de part. C'est bien ça. Absolument. Dans l'obligation, et puis c'est de la bonne gestion. Aussi, on est bien d'accord. Faire rentrer des gens à une valeur de part qui est aussi fortement surcotée, je viens de le dire, ça vient faire baisser en plus la valeur de reconstitution, on marche sur la tête. Je comprends. Donc, ça veut dire, si je tire le fil, qu'en achetant 250 € aujourd'hui, il y a une probabilité pour que dans quelques temps, quelques semaines, quelques jours, j'en sais rien, quelques mois, ça vale plus cher que 250 €. Et donc là, je pourrais imaginer que j'ai réalisé un bon coup. C'est quelque chose d'imaginable, mais je sais qu'on n'a pas, on n'a jamais les chiffres exacts, ni le jour, ni le lieu, ni la date précise. Exactement. Si ça doit se passer. Donc, exactement. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux qu'on parle, sauf si tu as d'autres choses à dire sur cette slide, mais est-ce que tu veux qu'on parle du calcul de fiscalité entre le brut et le net? Absolument. Il y a peut-être des questions déjà à ce stade. Je ne sais pas si on a vu des questions. Il n'y a pas de questions. Les gens sont timides ce soir. Ils ne veulent pas poser de questions, à part Philippe au Maroc, qu'on salue toujours. Peut-être que sur la fiscalité, il va y avoir d'autres choses. Donc là, on est sur un exemple d'une personne qui est dans une tranche marginale à 41%. Je sais qu'il y a une slide après qui est sur une tranche marginale à 30%. Laquelle tu préfères commenter? La 30 d'abord. Ok, ça marche. Alors, je passe. Là, on est à 30. Alors, donc là, vous avez un match qui est souvent le match que va avoir un conseiller en gestion de patrimoine quand vous venez le voir, évidemment, à son cabinet, ou que vous lui posez la question au téléphone. Et c'est le match de la fiscalité dans le choix de l'allocation SCPI.
À gauche, vous avez une SCPI française. Vous pouvez aussi faire ce même exercice avec des revenus fonciers classiques, hein, c'est la même fiscalité. Et à droite, vous avez une SCPI européenne, évidemment 100% européenne, on a voulu faire simple. Certaines SCPI sont vraiment un mix des deux, mais en gros, là, vous avez les deux blocs, la SCPI française et la SCPI européenne. Je pense que vous connaissez un petit peu l'amour des services fiscaux pour les revenus immobiliers. Donc là, on a très simplement un client qui est une personne physique, célibataire, tranche marginale à 30%. Il achète des parts de SCPI en pleine propriété, un investissement de 50 000 € et avec un taux de distribution de 6%. Donc, qu'est-ce qui se passe à gauche? Vous voyez que ces revenus sont imposés évidemment à tranche marginale avec les prélèvements sociaux, c'est magnifique. Et vous avez le 6% qui se transforme, et vous le voyez bien, en 3,17. Comment ça se transforme en 3,17? Il a 3 000 € de revenus perçus. C'est pour ça que je vous invitais à regarder le net plutôt que le brut. Il paye des impôts qui sont extrêmement confiscatoires, faut-il le dire. Et donc, il lui reste dans la poche 1 584. Donc, qu'est-ce que va faire Paul quand ce client va venir le voir? Le client lui dit, voilà, Paul, je voudrais 3 000 € de revenus complémentaires pour la retraite. Le client, il entend les 3 000 € en bas. Hein, il n'entend pas 1 584, il entend 3 000. Et donc, il va faire en sorte que ce client ait 3 000 € net dans la poche. Et donc, il va regarder pour optimiser ce qui se passe à droite. On s'en rapproche quand même des 3 000 €. Donc là, on est sur un investissement sensiblement, enfin pas sensiblement, totalement identique, hein, la même personne, 30% de TMI, il achète en pleine propriété, il investit 50 000 € et il a un taux de distribution de 6%. Et bien à droite, il lui reste quand même 4,37%. Donc le rendement net après impôt, il est quand même extrêmement avantageux, avec des revenus perçus qui sont moins élevés parce que, bien sûr, nous, on aura payé la fiscalité à l'étranger, donc il les reçoit net de fiscalité étrangère. Et le frottement fiscal, qui s'entend hors prélèvements sociaux en plus, puisqu'il n'y a pas de prélèvements sociaux sur les SCPI 100% étrangères, va être de 216 €. Il lui restera 2 184 € dans la poche. Ça, c'est pour le client avec une tranche marginale à 30%. C'est diabolique, c'est diabolique. Je te coupe parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est que il faudrait, pour égaler votre SCPI ou une SCPI dans ton exemple qui a un rendement de 6%, une SCPI 100% européenne, en vérité, il faudrait investir sur une SCPI qui sert plus de 8% de rendement pour avoir à peu près le même rendement net dans ta poche à la fin, c'est ça? Oui, ou investir plus. Pour avoir le même rendement. Ou investir plus, en effet. Mais c'est intéressant parce que tu vois, ce que je montrais tout à l'heure. Ça veut dire mobiliser plus d'épargne pour avoir un revenu net sensiblement identique, ce qui est complètement fou. C'est ça. Et donc, du coup, ce que je me dis aussi, c'est que, en général, quand on regarde les SCPI qui attirent le plus la collecte, on le voyait tout à l'heure, c'est les SCPI dont le rendement est supérieur à 7%. Et les gens regardent peut-être un peu moins les SCPI qui ont des rendements compris entre 6 et 7. Mais dans votre cas, 6,30 l'année dernière, même si les performances passées ne présagent pas de l'avenir, en fait, on se rend compte que vous avez la même rentabilité nette à la fin, eu égard aux conventions fiscales, qu'une SCPI qui fournit beaucoup plus. Intéressant. Et je pense que je vais te mettre... plus si elle investit en France, oui. Bien sûr. Oui. Je te mets la tranche marginale à 41%. Bon, là on est sur on va dire un cas qui vient renforcer ce qu'on vient de dire. Je ne vous refais pas tout, hein. On a le même client, par contre il a une tranche marginale à 41%, il est en pleine propriété, il investit 50 000 €, toujours sur un rendement brut de 6%. Il perçoit 3 000, il lui reste 1 254, soit 2,51%. Hein, c'est globalement, je ne sais pas combien fait l'épargne de proximité aujourd'hui, mais globalement la même chose. Donc, il va se poser naturellement la question de le faire, raison pour laquelle Paul lui proposera probablement, très probablement, évidemment, une SCPI étrangère. Alors, je modère quand même mes propos, Paul, parce que je suis quand même une pro-investissement en France. Il ne faut pas dire que tout est à jeter, même si moi, je ne gère pas de véhicules investis en France sous forme de SCPI. Encore une fois, ça dépend vraiment de la fiscalité, évidemment, de chaque personne. Pour faire ce calcul, c'est très facile, en plus, pour vous qui nous regardez.
vous faites, pour connaître notamment sur une SCPI européenne, combien il va vous rester d'impôts à payer une fois qu'on vous aura versé le revenu brut, net de fiscalité étrangère. Vous prenez votre tranche marginale d'imposition et vous soustrayez votre taux moyen et vous avez exactement en pourcentage que vous allez payer, enfin quasi, de fiscalité. Donc en fait, aujourd'hui, sur votre feuille d'impôt, vous avez les 2 chiffres et ça vous permet de savoir exactement quelle est cette sensibilité à l'impôt sur les revenus, les SCPI étrangères. Donc ça c'est un petit tips que tu donnes Ouais. aux épargnants. Ça, on le retrouve où? On le retrouve donc sur l'avis d'imposition, tranche Ouais. marginale d'imposition. Avant, il n'y avait pas le taux moyen sur l'avis d'imposition. Il a été ajouté il y a 2 ans. Ouais, Et donc maintenant, vous avez les 2 chiffres. Avant, c'était très dur de trouver ce chiffre. Maintenant, je crois même que vous l'avez quand vous ouvrez votre impôt.gouv. ouais, tout à fait. Mais en tout cas, au pire, vous l'avez sur le relevé. Et donc, vous avez vraiment les 2 chiffres. Donc, vous faites tranche marginale moins taux moyen et vous aurez naturellement la fiscalité. Et là, dans notre exemple, c'est 11% par exemple. Excellent, d'accord. Bon tips, génial, je retiens. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent en replay, donc tranche marginale d'imposition qui va de 0 à 45%, moins le taux moyen d'imposition qui est en effet en ouvrant sur la page d'accueil d'impôt.gouv, et ça vous donne la fiscalité, le taux auquel le taux auquel sera imposé les revenus des SCPI étrangères. En gros, je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Il doit y avoir des changements de virgule ou non, c'est exactement C'est ça. vraiment très, très proche. Ok, C'est vraiment intéressant. ténu. La seule chose qui a complexifié un peu, c'est que maintenant, on investit sur des pays qui ont deux modèles fiscaux, mais c'est vraiment très, très proche. C'est vraiment très fiable. Alors, génial, c'est un bon Sur tips. les tranches marginales inférieures, évidemment, c'est de moins en moins marquant. Quand on a des déficits fonciers, évidemment, on peut déduire ces déficits fonciers des revenus de sources françaises de la SCPI. On peut déduire les intérêts d'emprunt dans les 2 cas. Dans les 2 cas. Paul et ses équipes sont parfaitement armés pour répondre à tout ça. Ce qui est sûr, c'est que quand on cherche des revenus complémentaires et quand on veut optimiser le rendement net dans la poche, il faut bien entendu aujourd'hui allouer son portefeuille en conséquence. Alors certains, donc il n'y a pas de questions, donc je l'ai fait. Si, il y a des questions, justement. Il y a Alors, plein de questions. Une, parce que je ne crois pas qu'elle y soit, c'est que si vous vous dites, je prépare ma retraite dans 10 ans, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, j'ai une tranche marginale élevée, c'est horrible, je paye énormément d'impôts, mais par contre, quand je vais être à la retraite, je paierai moins d'impôts parce que, évidemment, je gagnerai moins d'argent. Ce n'est pas une bonne nouvelle en soi, mais je gagnerai moins d'argent. C'est pas réjouissant. Et donc, ça sera moins intéressant, les SCPI étrangères. Vous voyez que oui et non, quand même. Parce qu'on a parfois cette question de la baisse des impôts jusqu'au moment de départ à la retraite. Ok, c'est clair. Il y a Philippe qui nous remercie, qui dit merci pour ce calcul de la fiscalité. C'est très clair et je pense qu'il n'est pas le seul à penser ça. Boris qui nous demande si on a la TMI et le taux moyen d'imposition uniquement après les loyers perçus, donc il faut anticiper. Non. Vous avez le revenu et donc vous sont versés. Enfin, je te laisse répondre, Gaëla, mais oui. En fait, quand vous percevez votre revenu, donc vous allez le percevoir en fonction des SCP que vous avez mensuellement ou trimestriellement, on vous verse un revenu net de toute fiscalité. De ce revenu, si vous voulez savoir combien vous avez payé d'impôts sur ce revenu, il vous suffit de faire le pourcentage, donc dans notre exemple, donc votre tranche marginale moins le taux moyen. Admettons que ça soit comme dans notre exemple 11%, vous faites 500 moins 11%. Multiplié par 11%. Ouais. Et vous saurez combien vous allez payer d'impôts sur ce revenu que vous venez de toucher. Manu nous demande si dans une SCI à l'IS, il faut faire un imprimé spécial pour ne pas avoir de double imposition. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Alors, déjà, Manu, ça veut dire elle sait déjà qu'il n'y a pas de fiscalité pour les personnes morales à l'IS pour les revenus étrangers. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc bravo, Manu. Il n'y a pas de fiscalité, et là, c'est encore un autre concept sur les SCPI, pour les SCPI étrangères pour les personnes morales à l'IS. Mais oui, il faut quand même faire du déclaratif. Et notre modèle, qu'on est en train d'améliorer d'ailleurs encore pour 2026, est exceptionnel, c'est très simple, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est 4 lignes. Oui, c'est génial, ok. J'ai Boris qui me demande, me pose une question.
couverture, Pardon? pas d'instrument de couverture pour le Royaume-Uni, pour la simple et bonne raison que ça coûte une véritable fortune. Ok. Et que notre expérience de la gestion d'actifs immobiliers en Europe fait que sur les 20 dernières années, les moments où on gagne sont plus importants que ceux où on perd. Déjà, c'est le premier point. Et que la meilleure couverture qu'on pourrait avoir, notamment sur le Royaume-Uni, ça serait évidemment de s'endetter en livres pour couvrir naturellement le change. Donc, notre objectif, c'est plutôt de faire ce genre d'opération que de payer une couverture de swap. Ok, très clair. Georges nous demande si le taux moyen est calculé en intégrant les revenus des SCPI, mais je pense que oui, le taux moyen en année N+1 est calculé justement en prenant en compte ça. Et puis Manu nous remercie, et te remercie parce que c'est pas moi qui ai répondu à la question, et me demande si c'est possible d'avoir les 4 lignes. Je pense qu'on pourra transmettre ça Oui, par mail. sans problème. Sans problème. J'ai un exemple. Ok, génial. Il On reste. a surtout le doc qui va être fait pour 2026, parce on a fait le think tank pour les imprimés fiscaux là au mois de juillet, donc Ok. qui prend à l'avance. C'est quelque chose, c'est une slide que tu mettais après, donc Oui. c'est pour les personnes à l'IS. Alors je ne sais pas si tu veux commenter ça, je vois que le temps Oui. passe. Alors, à l'IS, objectivement, société à l'IS, taux réduit, bah, c'est plus intéressant les SCPI françaises, puisqu'on va avoir, on va dire, une fiscalité qui sera légèrement plus importante sur une SCPI étrangère, pour le coup. Donc, ça n'est valable en termes d'intérêt que pour des personnes morales à l'IS avec un taux élevé d'IS. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, comme quoi, il y a des contre-exemples. Mais ça fonctionne de manière, on va pas revenir dessus, mais on vous verse 6%, la société a 6%, il n'y a plus de frottement, enfin il n'y a pas de frottement fiscal. Ouais. Par contre, on aura payé la fiscalité à la source. On vous met toujours une moyenne de 20%. Alors, encore une fois, en fonction des pays, ça diffère, donc on fait exprès de mettre une grosse masse de 20% pour être sûr qu'on soit toujours à peu près dans les clous. Et donc, le rendement net de toute fiscalité est de 4,80 dans notre exemple. Ok, très clair. Il y a ici toutes les informations sur les modalités de souscription, donc de manière assez classique, 250 €. Il y a des frais de souscription lorsqu'on revend ses parts, et je rappelle qu'on est investi sur du long terme dans les SCPI, donc 225 €, et le montant d'investissement minimal est de 5 000 €, ce qui représente 20 parts, c'est ça? Je lis bien. Non. Non, c'est 4 parts et 1 000 € le montant d'investissement minimum. Ok, d'accord. On a souhaité avoir un minimum d'investissement très, très faible. Ouais. Et en plus, on fait aujourd'hui des versements programmés à partir de 250 € mensuels, semestriels. Et chose très importante, démembrement des parts, et ça, c'est l'invention de la décennie dans notre environnement, qui était quand même assez rigide auparavant, c'est que les clés de répartition du démembrement temporaire de parts de SCPI, c'est largement assoupli pour s'adapter à votre âge de départ éventuel en retraite, par exemple, pour aller de 3 à 20 ans. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui s'y prendre 3 ans avant le départ à la retraite et rester en nue propriété pendant 3 ans pour ne pas payer justement du tout de fiscalité pendant cette période. Et puis, bien sûr, on peut faire du démembrement viager classique, des donations pour les enfants, recourir à l'emprunt, etc., etc. Donc, c'est devenu vraiment un véhicule qui est extrêmement souple. Ça, c'est vrai que tu fais bien de le préciser parce que parmi tous nos lives, c'est vrai que c'est des questions qu'on a souvent. La nue propriété, je crois que ça intéresse pas mal les gens. C'est une très niche. Moi, j'en fais toute la journée et toi aussi, Gaëlla, on en parle toute la journée. Donc, j'ai l'impression que tout le monde connaît. Mais non, c'est pas vrai. Tout le monde ne connaît pas. Donc, c'est bien de le spécifier, le démembrement, nue propriété et usufruit. Et justement, Boris nous pose une question. Je crois que vous êtes intéressé par un investissement holding SAS en usufruit et PP pour l'ANP sur 20 ans. Il est préférable de prendre des SCPI françaises. Je n'ai pas bien compris. Alors, si c'est uniquement pour le biais fiscal, Boris, oui. Enfin, je ne connais pas la fiscalité de votre holding, mais oui. Si par contre, vous voulez faire évidemment un portefeuille qui soit diversifié, on a parlé beaucoup de diversification,
mettez quand même des SCPI étrangères. Il ne faut pas faire évidemment une allocation exclusivement avec le biais fiscal. L'Europe a tellement de vertus à d'autres niveaux que ça ne peut pas être un outil de défiscalisation. Donc, mais sur le point de vue fiscal, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, effectivement. D'ailleurs, souvent, en démembrement, la SCPI française est plus adaptée et a des clés de répartition qui sont plus intéressantes. Ok. Une dernière question, et peut-être, Gaëla, je te laisserai rajouter quelque chose que tu n'as pas eu le temps de dire ou que tu veux rajouter. Peut-être qu'il n'y a rien. On nous pose la question, Philippe, toujours, nous dit si les conventions de non-double imposition avec les pays européens dans lesquels se situent les immeubles sont sur le même modèle que la franco-marocaine. Cela doit-il m'amener à communiquer mon certificat fiscal marocain à Théorème pour obtenir un dégrèvement sur la fiscalité? Absolument, absolument. Il faudra ce certificat pour qu'on puisse l'exonérer des prélèvements sur les revenus financiers. Ok. Et qu'en est-il du versement programmé des dividendes? Alors, je ne sais pas ce qu'insinue ou ce que veut dire Tarek, mais est-ce que vous réinvestissez les dividendes? Peut-être que c'est ça la question. Alors ça, c'est notre atelier du moment. Ouais. On a eu un vaste projet informatique qui nous a pris quand même quasiment un an là, pour faire un projet pour offrir un certain nombre de services. Et effectivement, la dernière étape de ces évolutions, c'est le réinvestissement du dividende, si c'était ça la question plutôt. Je pense que c'était peut-être plutôt ça. Et sur le versement mensuel du dividende, on ne s'est pas encore décidé. On ne s'est pas encore décidé parce qu'en fait, les personnes qui sont investies aujourd'hui dans Login ont évidemment un versement trimestriel du dividende. Donc, il faut les passer pendant 3 mois. Ça va être un peu déceptif pour ces associés-là. Et aussi parce qu'il y a un biais rendement qui nous embête un petit peu sur cette distribution mensuelle. En gros, ça relue le taux de distribution de manière un peu mécanique. Et sans compter, alors ça c'est une des difficultés, mais je l'ai évoqué tout à l'heure sur les pays européens, que la consolidation comptable des revenus sur les SCPI étrangères, et notamment les nôtres qui sont investis sur beaucoup, beaucoup de pays, rend ce travail vraiment déjà extrêmement laborieux au trimestre. Au mensuel, ça voudrait dire qu'on fait un divisé par 3, ce qui n'est pas complètement juste en réalité. Donc, en fait, on verse un dividende qui n'est pas vraiment juste au moment où on le verse. Et donc, on est un peu rigide sur ces sujets-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'assouplir, Paul. Hein. On lâche au fur et à mesure. Ok, voilà. Très clair. Est-ce que vous prévoyez d'être présent dans des contrats de CAPI, assurance vie ou PER, pardon? Non. Non. Alors, on a des fonds en assurance vie. Nous, on est présent dans 8 compagnies d'assurance. On adore ça. C'est même presque notre ADN. C'est quoi comme fonds? C'est un fonds qui s'appelle Pythagore, c'est ça? Oui, exactement. Mais qui est un fonds de CAPI plus volatile. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même type de véhicule qui vise sur la durée une performance, on va dire, de 4,5-5%. Ce qu'on retrouve dans les UC immobilières, dans les contrats d'assurance vie. Ce sont des fonds d'ailleurs qui ont un peu souffert ces dernières années, mais qui repartent là. En revanche, les SCPI étrangères dans l'assurance vie, alors on va reprendre la question tout à l'heure sur les personnes morales à l'IS, l'assureur ne paye pas d'impôt. Or, qui porte les parts des SCPI, c'est l'assureur. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en gros, en nominatif, vous allez avoir un avantage fiscal à rentrer sur une SCPI étrangère alors que vous ne l'aurez pas dans l'assurance vie. Et donc, ce n'est pas forcément très intéressant d'avoir des SCPI 100% étrangères dans l'assurance vie. En revanche, je suis pro-SCPI française dans l'assurance vie puisqu'on en parle depuis tout à l'heure. L'avantage, c'est qu'on a le plus bel outil patrimonial possible en immobilier avec l'avantage des contrats d'assurance vie ou des plans d'épargne retraite dans le cadre des PER. Donc, c'est fabuleux. Là, on a les deux outils patrimoniaux préférés des Français, mais avec une optimisation sur la SCPI plutôt française. Ok, merci beaucoup Gaëla pour toutes ces réponses. Merci, ça donne envie. Moi, ça me donne envie d'investir à titre perso.
Je retiens que c'est une SCPI qui a des convictions fortes et une expertise aussi en Europe, mais pas seulement sur l'acquisition, aussi sur le pilotage de l'allocation, sur le pilotage des taux de change. Et puis, c'est une SCPI qui a des convictions sur la réindustrialisation. Et c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de SCPI avec à la fois de la logistique, des life science, des data centers. Et c'est intéressant dans une allocation. Et je dis ça de manière objective, bien évidemment. En tout cas, merci à tous d'être venus nous écouter ce soir. Et c'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous via le chat et des questions très intéressantes en plus. Donc, j'étais absolument ravie. Merci beaucoup. Et puis, il y aura encore plus de personnes à nous écouter sur Spotify, Deezer, sur YouTube. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur francescpi.com et vous pouvez également souscrire directement à la SCPI Login. N'hésitez pas, vous pouvez le faire, tout ça depuis francescpi.com. Merci beaucoup. Merci Gaëla. Je te dis à très bientôt. Merci, bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.